Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes bel et bien sur Iroko Media TV, la chaîne numérique panafricaine. Ce soir, pour le numéro 3 de votre émission Point d'ombre, cette émission justement qui vous transporte au-delà de l'actualité, nous recevons Dr Mohamed Awali Akintola. Il est le porte-parole du parti Renaissance Nationale ex-UDBN et chargé de mission de la présidente de ce parti, j'ai nommé Madame Claudine Afiavi Prudencio. Docteur Mohamed, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à nos web téléspectateurs et à tout le peuple béninois. Alors, nous sommes le vendredi 20 décembre 2024. Ce matin, donc, devant la représentation nationale au Palais des gouverneurs, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a sacrifié à la tradition en prononçant son discours sur l'état de la nation. Il y avait évidemment les députés, les membres du gouvernement et les tout nouveaux ministres conseillers nommés la semaine dernière seulement en Conseil des ministres. Quelle que soit la position que vous occupiez ce matin, je suis sûr que vous avez suivi ce discours du chef de l'État, n'est-ce pas, monsieur Mohamed? En effet, en effet. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce discours? Merci beaucoup. Déjà, il faut situer ce discours sur l'état de la nation du chef de l'État dans son cadre légal. C'est un devoir consacré par la Constitution béninoise en son article 112. Il veut que chaque année, le président de la République puisse tenir un discours pour donner un aperçu de l'état de notre nation dont nous lui avons confié les rênes depuis quelques années. Il faut rappeler que c'est un discours qui ne donne pas lieu à l'Assemblée nationale où il se tient à un débat avec les députés. C'est à premier entendement à titre informatif de comment les choses se passent, et ça dans les différents domaines de développement du pays. Donc, c'est déjà bien parce que cela relève de la vitalité démocratique du pays, mais également du respect de la légalité à l'intérieur de ce pays-là, que l'exécutif se prête à ce jeu-là régulièrement. Ça a été fait et nous en sommes déjà heureux. Dans la forme, le discours a tenu dans son temps, puisqu'il n'a pas ennuyé et on a été tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Puis enfin, dans le fond, je pense que l'appréciation qu'on peut en faire, c'est d'abord ce que ça a suscité des premiers atteints par ce discours-là. Je veux parler des députés à l'Assemblée nationale, et vous avez vu les valses d'applaudissements qui ont ponctué par endroits la diction du président de la République. Alors, parlant du fond, justement, oui. Il y a quand même des phrases fortes qui sont restées. Très tôt dans le discours, le chef de l'État a reconnu, par exemple, qu'il y a un point sur lequel un secteur, ou si nous voulons, en tout cas, il y a un secteur dans lequel les résultats qu'il n'a pas manqué de souligner, les prouesses réalisées par son gouvernement, il a reconnu que sur ce point, il y a quand même encore des choses qui ne sont pas dans l'état qu'il aurait souhaité, notamment dans le domaine du terrorisme. Oui. Alors, comment trouvez-vous ce point de vue du chef de l'État? Non, c'est à l'actif du chef de l'État, parce que cela dénote de l'honnêteté dont doit faire preuve le premier magistrat du pays. Ce serait quand même faux de venir dire que tout est rose. Vous voyez, donc commencer d'abord par reconnaître là où ça n'a pas marché, ou là où l'effort consenti n'est pas encore à la hauteur de l'espérance, parce que lorsqu'on dit ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que les efforts sont vains. Et le président de la République a dit, c'est parce qu'on n'est pas encore satisfait du résultat que ça donne, de là où on a mis la barre haute pour nous-mêmes. Mais en analysant en fait cette réalité-là, il faudrait que le président de la République ne s'afflige pas de trop, parce que c'est une réalité qu'on n'a pas connue de par les années antérieures. C'est une nouvelle donne qui nous est imposée par la réalité géopolitique des pays du Sahel. Donc, moi je pense que la réaction et les résultats de la réaction du Bénin sont quand même louables. Sont louables parce que ces mêmes comment on appelle, contraintes-là sont subies par des États du Sahel qui sont eux-mêmes surtout la source de ces agents terroristes-là, et il y a des efforts colossaux, des moyens vraiment faramineux qui sont déployés pour lutter contre ce phénomène du terrorisme-là. Oui. Mais pourtant,
le résultat demeure ce qu'il est dans ces pays-là. Oui. Donc, pour un pays qui déploie peut-être moins d'efforts, peut-être à cause des moyens qui ne sont pas encore à la hauteur des pays comme le Mali, comme le Niger, je pense que l'effort qui est fait et le résultat que ça donne est louable. Il faut le reconnaître et il faut surtout encourager à ne pas baisser les bras parce que tant que le phénomène n'est pas éradiqué, qu'il n'est pas totalement maîtrisé, on ne saurait dormir sur nos lauriers. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous voyons, hein, et nous en sommes témoins, tous les efforts qui sont faits dans le domaine de la coopération militaire, les appuis que nous recevons des pays amis, dans ce sens-là, en matière d'intelligence militaire, en matière de matériel et d'équipement, pour contrecarrer cette avancée-là du phénomène terroriste dans le nord du pays. Nous encourageons le gouvernement à faire davantage, à maintenir la cadence, et par la grâce de Dieu, la paix ne sera jamais compromise autant à l'intérieur du pays qu'au niveau de ses frontières. Très bien, très bien. Toujours dans le discours du chef de l'État, nous sommes victimes de notre propre succès. A-t-il dit concernant les couacs qu'on continue d'enregistrer dans le secteur de l'énergie, notamment au niveau de la disponibilité du courant électrique dans les ménages et dans les entreprises? Oui. Il a avancé comme argument aussi qu'il y a une explosion des entreprises, des industries, et que c'est tout ça qui fait que bon, les attentes ne sont pas encore comblées. Et il a semblé annoncer que d'ici 2 ans, que la situation d'insatisfaction au niveau de l'électricité sera jugulée. Est-ce que vous, de par votre posture de mouvancier bontin, vous pensez réellement que le chef de l'État est réaliste quand il parle de d'ici 2 ans? Bon, je n'ai pas besoin d'être mouvancier pour donner une appréciation parce que on apprécie ce qui est et on fait des projections et pour cela, ça n'a pas besoin d'une coloration politique. La victimisation que fait le président de la République est une victimisation positive parce que quand on dit nous sommes victimes de nos propres succès, c'est une manière de dire que ce que nous avons tellement bien fait a engendré d'autres besoins qu'on n'est pas encore en train d'arriver à combler. C'est positif, il faut le voir dans ce sens-là. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée par le président de la République. Et connaissant le président et toute son équipe des fins planificateurs, je ne le vois pas dans une posture de démagogie, en train d'annoncer du vent au peuple béninois, pas du tout. Donc, s'il en a parlé dans un discours qu'il a pris le temps de rédiger et de peaufiner, c'est dire, comme on le dit hein, chez nous, que quand un aveugle te dit qu'il va te lancer la pierre, il n'ira pas la chercher loin. Sa plante de pied est déjà sur cette pierre-là, donc il ne saurait le dire sur du néant. Et vivement réellement que d'autres réalités, d'autres contraintes ne viennent pas empêcher ou ralentir cet élan-là qui a été annoncé, mais dont nous avons déjà vu les réalisations. Eh bien oui, aujourd'hui, l'accès à l'énergie électrique est une réalité pour bon nombre de Béninois. Demander un compteur, il y a même eu plein de promotions où les gens avaient aisément accès à la demande et à l'installation de leur compteur électrique pour avoir accès. Et puis on voit le grand effort qui est fait et les résultats qui sont là par rapport à la disponibilité de cette énergie électrique-là. Et donc, si ça continue ainsi, je pense que cette annonce faite par le président de la République ne peut que se réaliser dans les années à venir. Alors, nous allons évoquer un dernier point dans le discours du chef de l'État, si vous permettez. Bien sûr. Le discours a commencé donc par un ton, je vais dire un ton serein, un ton calme, mais vers la fin, le chef de l'État a paru un peu guerrier, un peu provocateur à la limite. Et quand il parle donc d'illusionnistes, d'incompétents, de politiciens ayant de mauvaises intentions et des politiciens dont il dit donc qu'il ne leur permettra plus. C'est comme ça que le message est passé. Il ne leur permettra plus d'usurper le pouvoir. Voilà, j'ai essayé d'agencer les mots du chef de l'État, mais voilà un peu la quintessence. Comment appréciez-vous c'est 2026, c'est le ton de 2026 qui est lancé comme ça, on peut le dire. Le ton, à mon avis, n'est pas guerrier. Vous voyez, il est plutôt solennel. Parce que lorsqu'on parle de choses aussi graves, ce serait
contradictoire de le faire avec un air rieur. Parce qu'il s'agit du Bénin. Il s'agit du développement de ce Bénin. Il s'agit de ce qui nous appartient à nous tous. Et une petite erreur dans sa gestion qui commence déjà par l'accès au pouvoir de personnes qui ne peuvent peut-être pas faire le job, ou qui feront mal le job, ou qui ne feront pas le job dans l'intérêt général de la population, peut nous arriérer de plusieurs décennies. Donc c'est suffisamment grave pour que le président de la République soit très sérieux lorsqu'il en parle. Maintenant, si vous me dites que des gens se sentent peut-être touchés, peut-être choqués ou peut-être indexés, mais j'ai envie de vous dire que pour accéder à la magistrature suprême, le président Patrice Talon n'est pas allé déposer un CV pour un recrutement. Justement. Les élections qui vous font président de la République sont des élections qui se retrouvent dans le champ de la politique. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas en vouloir à un politique de tenir un propos que vous interprétez politique. C'est la norme, c'est de la compétition, c'est de la concurrence, et toutes les occasions qui s'offrent doivent pouvoir être des occasions utilisées parce qu'il s'adressait quand même à la nation, représentant du peuple béninois. Donc, c'est tout normal, c'est tout à son actif que, après avoir parlé de tout ce qui est réel, palpable, vérifiable et tout ça, eh bien, il peut quand même s'octroyer une petite minute de propagande politique. Et en cela, je ne vois absolument aucun mal. C'est un politique, c'est pourquoi il est à la tête de ce pays-là. Il a toujours dit qu'il sait rechercher les talents, il a su rechercher les talents, positionner qui il faut là où il le faut pour amorcer et conduire la barre du développement du pays. Et personne n'accepterait que le travail qui a été fourni, l'effort qui a été fourni pour un lendemain meilleur d'ici quelques années, que cela soit compromis par une rupture négative dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc, c'est de son plein droit, il n'a rien fait de mal. D'accord. Je vous concède votre analyse, Monsieur Mohamed. Nous allons parler à présent de... vous parlez tout à l'heure de positionnement, c'est lui qui sait détecter les talents, il sait les positionner. Justement, la semaine dernière, le chef de l'État a donc positionné, comme certains le disent, 12 disciples. Alors, ces 12 disciples, c'est les ministres conseillers. On n'en a jamais connu au Bénin. Et il se fait que, justement, la présidente du parti Renaissance Nationale, dont vous êtes le porte-parole et d'ailleurs un chargé de mission, cette présidente, donc la seule femme d'ailleurs à diriger un parti politique au Bénin, fut-il d'obédience, comment il va dire ça, régimiste, oui. je le dis comme ça, c'est un parti qui soutient l'action du gouvernement. Alors, aujourd'hui, elle est nommée ministre conseillère à la santé. À l'UDBN, comment vous percevez cela? Est-ce une consécration pour son engagement politique, son militantisme, pour tout ce que le parti fait donc, dans le camp gouvernemental, ou est-ce plutôt un lot de consolation, comme le pensent certains détracteurs? Merci beaucoup. Déjà que nous ne sommes plus UDBN, nous sommes maintenant Renaissance Nationale. Je vous le concède, il n'y a pas de souci. Une récompense, une consécration. La ministre Claudine Afia-Prudencio n'est pas à son premier ministère en République du Bénin. Donc, c'est un exercice auquel elle est habituée. Et si aujourd'hui, auprès du président Patrice Talon, elle est rappelée à ces fonctions-là, pour nous, ce n'est juste que reconnaissance de compétences, de capacité à faire le job, comme on le dit. Ça, c'est notre première appréciation de cette nomination-là. On ne nous en voudra pas non plus. Si, puisque le système partisan, la charte des partis politiques, le code électoral, ne permet pas qu'un président de la République nomme à des fonctions de ce type-là des opposants à son régime. C'est ça le système partisan. Donc, on ne peut que prendre dans le lot des personnes qui travaillent à ce que ce régime-là soit là et qu'il tienne debout. Oui, nous avons aujourd'hui un gouvernement de beaucoup de technocrates et tout ça, mais c'est des politiques qui ont amené ces technocrates-là au pouvoir pour faire le job. Et ça s'est toujours passé comme ça partout en démocratie. Nous conquérons le pouvoir ensemble, nous exerçons ce pouvoir-là ensemble parce que nous sommes tous comptables
de cet exercice-là devant l'histoire, devant la population. Donc, ce n'est juste qu'une nouvelle forme pour nous de la même lutte que nous avons toujours menée depuis le début. Et là, je parle du parti UDBN qui est devenu Renaissance nationale. Puis après cela, la présidente Claudine Affaire-Prudencio, elle est politique, et ça, elle est bien connue. Elle est aussi technocrate. Nous parlons quand même d'une femme, vous l'avez dit, la seule d'ailleurs à être à la tête d'un parti politique en République du Bénin, dans un moment où le système partisan est le plus affirmé possible, collant au principe de démocratie et de développement. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui a déjà été ministre, député à l'Assemblée nationale, oui. Et nous parlons surtout d'une femme d'affaires. D'une femme d'affaires aguerrie, d'une femme d'affaires avertie, donc d'une technocrate également. Quant au poste auquel elle a été nommée, qui couvre les secteurs d'intervention que sont la santé, la microfinance et les affaires sociales, je dirais sociales, elle l'est. Elle l'a toujours été et ça au moins c'est l'une des plus grandes étiquettes, les plus visibles qu'on lui a toujours collées. Donc qui de mieux pour mieux écouter la population, savoir transmettre le message de cette population-là aux décideurs et défendre leur cause auprès de ces décideurs-là, je pense qu'il n'y a pas meilleur que Claudine Affaire-Prudencio. Lorsqu'on parle de la microfinance, et oui, beaucoup a été fait, beaucoup reste également à faire, il faut le connaître, le président de la République l'a dit aujourd'hui dans son discours sur l'état de la nation. Qui de mieux que quelqu'un qui sait gérer les affaires économiques et financières pour en parler. Donc pour nous, la Renaissance nationale, c'est une marque de confiance, de la part du président de la République, et nous nous sommes engagés déjà ce même jour-là à aller au-delà des attentes du peuple béninois à travers le président de la République, parce que le président de la République porte simplement les attentes du peuple béninois de ce collège de ministres conseillers-là. Et nous allons davantage mouiller le maillot pour être à la hauteur, au-delà même des espérances, et faire du bon job, parce que c'est l'intérêt du peuple béninois qui est au cœur de notre action, et ça depuis le tout. Merci bien, Dr Mohamed. Je rappelle que vous êtes le porte-parole donc du Parti Renaissance nationale. En effet. Nous allons parler maintenant de l'audit du fichier électoral. Oui. L'initiative, on le sait, ça vient des partis de l'opposition regroupés sous la coalition des forces politiques de l'opposition. Et cette coalition-là, ce cadre de concertation, a entrepris des démarches auprès des partis politiques. Nous avons reçu un invité ici à l'émission passée qui disait que ça s'inscrit dans leur quête permanente de recherche du consensus. Oui. Alors, et donc, dans ce cadre, ils ont rencontré certains partis politiques, dont le Parti Renaissance nationale, qui, à la suite, a sorti un communiqué dont vous ne devez pas être, auquel vous ne devez pas être étranger, ce communiqué-là. Alors, aujourd'hui, que nous avons la chance de vous recevoir ici, dites-nous simplement, parce que les communiqués sortent, UPR, BR, RN, pour ce qui vous concerne, Moelle Bénin certainement, même les organisations de la société civile ont aussi sorti un communiqué dans ce cadre. Alors, dites-nous simplement par une sorte de oui ou non, est-ce que, à date, le parti RN est disposé à accompagner les partis de l'opposition pour cet audit du fichier électoral, oui ou non? Oui, à condition. D'accord. Parce qu'il faut pouvoir nuancer ça. Ce n'est jamais une affaire de oui ou de non, parce que les implications d'un oui ou d'un non sont nombreuses. Par contre, UPR et BR, on pourrait dire que c'est non. Bon, c'est... Leur nom est tranché. Bon, la lecture est individuelle. Un non qui fait croire on se demande pourquoi le chef de l'État dit oui. Son ministre garde des Sceaux dit oui. Mais des partis qui soutiennent l'action du gouvernement disent non carrément. Mais bon, votre oui... Renaissance nationale a dit oui, avec des conditions qu'elle a posées. Rappelez-nous ça. Et bon, je ne suis pas là pour défendre tel ou tel parti, mais puisque vous avez parlé de la mouvance présidentielle, oui, le président de la République est soutenu par ces partis-là, mais ces partis-là ont une certaine autonomie qui leur permettent parfois de dire Monsieur le Président de la République, et c'est même ça leur job. Il ne s'agit pas de dire oui, 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 mais bon, Monsieur le Président de la République, par rapport à tel, nous avons tel avis, et puis les échanges peuvent s'enclencher. Le Parti Renaissance nationale a en effet reçu le cadre de concertation de l'opposition
pour un échange. Nous avons été informés de l'objet de ce déplacement-là, qui était de recueillir notre avis quant à l'audit du fichier électoral, donc de la liste électorale informatisée. Oui. Nous avons été clairs en disant que la loi elle-même, c'est-à-dire que le code électoral lui-même dispose et donne la prérogative aux partis politiques qui sont des acteurs du jeu électoral de contrôler. Vous voyez, de s'assurer de la fiabilité de cette liste électorale-là. Donc, personne ne saurait refuser à un quelconque parti, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, un audit, un contrôle, un regard sur ce fichier électoral-là. La deuxième chose est que c'est certainement bien conscient de cela que le président de la République a même encouragé. Lors d'un débat que nous avons tous suivi, du Parti des démocrates avec lui-même, il a dit, si vous voulez que c'est quoi que là vous inquiète autant, eh bien on peut auditer. Je voudrais rappeler au peuple béninois qu'un audit n'est pas une sanction ou une punition. Auditer quelque chose contribue à l'amélioration de cette chose-là. Donc on arrête de voir ça un peu comme un groupe de partis politiques qui veut aller porter un coup à un autre. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que personne ne peut remettre en cause le fait qu'il nous faut une liste électorale informatisée. Oui. Parce que de plus en plus, ça permet de contrôler, d'épurer et surtout de rendre de façon fidèle la voix exprimée par les Béninois dans un processus électoral. Ouais. Donc, Renaissance nationale a été claire en disant à ses hôtes que, et à l'opinion publique d'ailleurs, que nous sommes favorables pour l'exercice de ce droit-là que confère le code électoral. Cependant, nous avons cherché à aller plus loin, à comprendre comment ça allait se faire. Oui. Et surtout que nous sommes entre deux élections. Nous venons de finir une élection en 2023. Oui. Nous sommes en 2024 et il y a des élections qui profilent à l'horizon en 2026. Oui. L'audit du fichier électoral portera sur quel fichier? S'agit-il d'aller auditer la liste qui a servi aux législatives de 2023? La réponse a été oui, venant du cadre de concertation de l'opposition. Sur ce point, Renaissance nationale a été catégorique. Nous ne sommes pas d'accord pour que la liste, qui est déjà aujourd'hui, si vous le permettez, en partie caduque, auditée à quelle fin? La seule chose qu'on pourrait récolter d'un audit sur le fichier électoral de 2023 serait un ramassis d'amalgame, de confusion qui, dans notre contexte politique, va servir de terreau pour toute démagogie allant dans tous les sens. Et on risque d'ouvrir la porte à des conflits qui ne sont pas de nature à accompagner le développement et le bien-être de la population béninoise. Cependant, si nous voulons auditer, eh bien, il y a des élections en vue. Il y a l'élection présidentielle de 2026, puis il y a les élections générales de 2026 toujours. Et ce n'est pas à la veille des élections que le fichier électoral sera, comment on appelle, extrait. Oui, si vous permettez. Oui, sur ce point, les forces de l'opposition disent que pour 2023, il y avait quand même des organisations de la société civile qui ont souhaité l'audit. Et comme la LEI, cette liste électorale informatisée, elle serait 120 jours avant les élections. En effet, ça fait 4 mois. Voilà. Quand on dit 120 jours, on a l'impression que c'est peu. Ça fait 4 mois. 4 mois, mais l'expérience a prouvé, d'après les forces de l'opposition, que ce temps est court pour auditer. Est-ce que ça ne risque pas d'être pareil en 2026? Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Écoutez, un travail est censé se faire dans un temps avec un certain nombre d'hommes, donc de compétences, et avec un certain nombre de moyens. Cela veut donc dire que si une liste est extraite 4 mois avant les élections et qu'on y met et les moyens et les compétences, eh bien, ce facteur, tant qu'il leur fait autant peur, serait raccourci. Mais écoutez, pourquoi vous voulez qu'on gaspille l'argent du contribuable sur quelque chose qui ne nous sera pas utile? C'est une liste qui a déjà évolué. Même les imperfections de cette liste-là, reconnues d'ailleurs par endroits, par tous, sont déjà... La NIP est perpétuellement en train d'actualiser, de corriger, de tirer des expériences, de faire intervenir des experts au jour le jour. Donc, vous voulez qu'on aille auditer quelque chose, qu'on aille révéler peut-être des choses qui ont déjà été corrigées pour... Ce serait du gaspillage.
Ça a déjà été fait. Pourquoi vous voulez qu'on rame à contre-courant? Non, il vaut mieux auditer. Ça me permet d'avancer. Il vaut mieux auditer une liste qui est actualisée. Et la liste actualisée, c'est celle qui servira pour les élections à venir, 120 jours avant ces élections-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, il faut pouvoir être réaliste et correct. Quelles sont nos réelles intentions lorsque nous posons ces actes-là? Est-ce dans le but de faire les choses mieux à l'avenir ou alors d'aller déterrer la puanteur qui ne servira à rien de l'amplifier pour peut-être créer des foyers de tension? Non, je pense que on devrait pouvoir s'entendre sur le sens dans lequel nous allons. Et lorsque c'est ça, vous savez, le consensus recherché par le cadre de concertation de l'opposition, est très facile à avoir. Il est très facile à avoir parce que tous les partis politiques veulent s'assurer que les règles du jeu sont bien peaufinées et sont les mêmes, que le terrain sur lequel nous allons jouer n'est pas un terrain avec des défauts pour que les chances soient équitables pour tous. Donc, ce consensus sera très facile à avoir et c'est la position du Parti Renaissance Nationale. Auditer le fichier électoral, oui, si c'est la liste qui servira pour les élections à venir parce que nous voulons avancer. Gaspiller de l'argent et de l'énergie avec des risques de création de conflits sur une liste déjà passée, ça n'en vaut absolument pas la peine. Et nous sommes très légalistes et très accrochés aussi à la paix. Cela donc justifie notre posture. La loi le permet, on peut le faire dans le cadre de ce qui est prévu par cette loi-là. Et nous avons insisté sur un autre élément. Pour qu'en son temps, chacun ne commence pas à tirer le drap de son côté, nous avons bien insisté sur le fait que la commission qui auditera cette liste soit une commission réellement indépendante. Pour qu'on ne dise pas après, ben non, c'est l'opposition, c'est pourquoi, non, c'est la mouvance, c'est pourquoi. Et ce sont des points de consensus sur lesquels il est facile de s'accorder si on parle le même langage. Merci, monsieur Mohamed. Nous allons faire un tour hors du territoire béninois. La CEDEAO, il y a eu un sommet dernièrement où le retrait des pays de l'AES a été acté. Acté parce que c'est tout un processus. Désormais, il s'ouvre un délai de 6 mois pendant lequel ces pays peuvent encore revenir sur leur position quant au retrait de cette fêtière, de cette communauté. Mais déjà, quels sont les impacts possibles à envisager si ce retrait de ces pays de l'Alliance des États du Sahel que constituent le Mali, le Niger, le Burkina, si ce retrait est définitivement acté, quels pourraient être les impacts quand on sait, je vais finir par là, quand on sait que déjà ces pays de l'AES ont rendu le visa d'entrer dans leur pays, ils l'ont rendu gratuit pour tous les autres pays de la CEDEAO qui ne sont pas dans l'AES, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas des impacts quand même à envisager quand ce retrait va devenir définitif? Bien sûr, dans un sens ou dans l'autre, il y a beaucoup de choses à retravailler, il y a beaucoup de protocoles à remettre, encore à actualiser, à dépoussiérer. Il y a de nouveaux intérêts qui vont surgir et chaque pays dans sa stricte souveraineté va penser aux intérêts de ses ressortissants et ainsi de suite. Il y aura des impacts sur le plan économique puisqu'il y avait de grands projets énergétiques par exemple, qui étaient envisagés dans le cadre de cette fêtière-là de la CEDEAO et qui impliquaient ces pays-là qui veulent aujourd'hui se mettre de côté et devenir l'AES. Vous avez parlé de ce qui est le plus important d'ailleurs, la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO qui avait initialement été acté, créé, mais qui aujourd'hui va se retrouver remise en cause parce que lorsque désormais un Béninois ou un Ghanéen ou un Nigérian va vouloir aller dans l'un de ces 3 pays-là, il sort de l'espace CEDEAO et quels pourraient en être les impacts. Oui, vous avez parlé du visa, mais le visa n'est pas la seule chose qui, comment on dit, est prise en compte dans le cadre de la circulation des... Voilà, il y a des taxes qui devront être réévaluées, réenvisagées. Une chose est sûre, c'est que ce n'était pas le souhait de tous. Et la posture du Bénin n'était pas vraiment que ces pays-là quittent. Vous savez, lorsque vous êtes dans une fêtière et que les choses ne se passent pas comme vous l'auriez voulu, ce n'est pas en quittant la maison et en allant en créer une autre
que vous réglez le problème. Puisque les défis auxquels vous avez été confrontés ici seront les mêmes que vous connaîtrez aussi là-bas. Et il y a quand même de l'expérience accumulée qui aurait pu servir davantage. Donc, plus de sérieux dans la conduite des affaires de la CEDEAO aurait peut-être été la solution. Vous savez, la CEDEAO, ça fait quand même un demi-siècle. Un demi-siècle, et en réalité, elle a besoin d'être actualisée elle-même. Les tests de la CEDEAO ont besoin d'être revus, pour être actualisés, pour être adaptés au contexte de ce monde-là qui a évolué depuis 50 ans. Ce besoin-là a été là réellement. Certes, il y a également les rapports de force qui font que la fluidité n'est pas observée au niveau de la CEDEAO parce que on a connu, ce qui fâche aussi les pays du Sahel, c'est que il y a eu d'autres coups d'État et puis ils estiment que la réaction aussi forte, dure de la CEDEAO à l'encontre peut-être du Niger, elle était peut-être de trop parce que un peu avant, au niveau du Burkina Faso, ça a été fait et puis on n'a pas connu ça. Au niveau du Mali, ça a été fait, on n'a pas. Mais il faut aussi ne pas oublier que lorsque ça devient de trop, la plupart du temps, c'est le dernier en date un peu turbulent qui récolte un peu la punition de tous les autres qui sont passés avant lui parce qu'on a envie de taper du pouce, arrêtez enfin. Mais bon, ça aussi est dû en partie à cette politique-là de 2 poids, 2 mesures qui a été constatée dans les décisions prises par la CEDEAO. On aurait voulu qu'il reste, mais c'est une réalité, on ne peut pas. Vous savez, vous pouvez obliger un cheval, le tirer de force jusqu'à une source d'eau, lui plonger même la tête dans l'eau, mais vous ne pouvez pas l'obliger à aspirer l'eau et à boire. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. La CEDEAO a certainement pris acte. Nous avons une période d'observation de 6 mois, qui peut toujours être une période où ces pays peuvent revenir. Et même au-delà de ces 6 mois-là, vous savez, si entre-temps, bon, je ne le souhaite pas personnellement parce que c'est le peuple qui paye les frais. Vous voyez, c'est le peuple qui paye les frais et donc moi, je dirais simplement bon vent. À l'AES? Ah oui, à l'AES. Peut-être qu'elle aura des leçons à apprendre à la CEDEAO. Pourquoi pas? Qui sait? Vous voyez, donc je dirais bon vent à l'AES. Cependant, la CEDEAO demeurera toujours ouverte si elle continue et que les pays de l'AES se rendent compte que s'isoler n'a pas été finalement un facteur de force, voilà, mais plutôt de faiblesse. La CEDEAO demeurera toujours là, juste qu'au bout de 6 mois, il y a beaucoup de choses qui devront être actées. Vivement que tous ces dirigeants-là, dans l'avenir, déjà aujourd'hui et dans l'avenir, pensent strictement dans l'intérêt de leur population. Et écoute ces populations-là. Parce que parfois, le changement fait pour des gens sans les consulter, sans les impliquer ou en leur faisant dos, il n'est pas forcément dans leur intérêt. Il n'est pas forcément gage de la réussite de ces changements opérés là. C'est un peu ça. Docteur Mohamed Awali Akintola, porte-parole du Parti Renaissance Nationale, chargé de mission de la présidente Claudine Affaires-Prudentiaux, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir pour moi également d'avoir été invité sur votre plateau. Merci beaucoup pour tout l'effort que vous faites pour que les Béninois puissent avoir la vraie information afin de se faire une opinion juste de l'actualité politique. C'était fort d'équilibre là que vous faites également. Bon vent à votre organe de presse et une fois encore, merci à nos web téléspectateurs et au peuple béninois. Merci à nouveau, docteur Mohamed. Chers amis internautes, c'était tout pour Point d'Ombre, l'émission qui vous transporte au-delà de l'actualité.